Confusion Édition présente. Vous êtes sur le point d'entrer dans un territoire où rien n'obéit aux lois du monde que vous connaissez. Ici, chaque murmure peut tuer, chaque souvenir peut vous dévorer. Bienvenue dans Sombres Inspirations, les récits de Federico Ario. Si vous continuez, ne comptez plus jamais retrouver le chemin du jour. Car au bout de ce voyage, il n'y a ni lumière ni salut, seulement des choses qui vous attendent, affamées, prêtes à dévorer ce qui vous reste d'humain. Federico Ario présente ses sombres inspirations. Épisode 4. Un bolide d'enfer. Dès son plus jeune âge, Martin était fasciné par les voitures. Il grandit dans une vaste demeure de style victorien où les longs couloirs et les boiseries sombres formaient un décor parfait pour ses explorations solitaires. Fils unique, pour ainsi dire, car il ne partageait aucun lien avec sa sœur aînée, Sandra, qui semblait vivre dans un monde complètement différent du sien. Sociable et enjouée, elle contrastait fortement avec Martin, réservé et sombre, dont la passion se concentrait sur les répliques miniatures de voitures, démontant et remontant ces mécanismes complexes avec une précision fascinante. Martin était non seulement intrigué par la mécanique, mais aussi par les systèmes biologiques. La bibliothèque familiale, emplie de l'odeur du cuir ancien et du bois ciré, était son refuge préféré. Là, il absorbait avidement des ouvrages d'ingénierie, de biologie et d'anatomie humaine, étudiant les illustrations détaillées des systèmes corporels avec une curiosité insatiable. Mais sa fascination ne s'arrêtait pas au livre. Lorsque Sandra n'était pas là pour le surveiller, Martin s'aventurait souvent dans sa chambre pour emprunter, sans permission, ses poupées en plastique. Il les démontait méthodiquement, explorant les articulations et les mécanismes qui faisaient battre leurs yeux ou bouger leurs membres. Ces poupées, une fois désassemblées, étaient laissées en pièces, éparpillées sur le sol de sa chambre, comme témoignage silencieux de ses expérimentations. Ces poupées, elles ne sont que des enveloppes en plastique, Sandra. Regarde comme elles sont vides à l'intérieur, expliquait Martin lorsqu'elle le confrontait, ses mots tranchants comme le scalpel qu'il utilisait parfois pour ses expériences. Pour Martin, ces actes étaient des explorations nécessaires, des expériences pour satisfaire sa curiosité insatiable. Pour Sandra, c'était une transgression terrifiante qui la faisait douter de la nature même de son frère. Leurs parents, bien qu'occasionnellement alarmés par les pleurs de Sandra, attribuaient ces incidents à de simples querelles fraternelles, ne voyant pas l'obscurité croissante dans le cœur de Martin. Le manoir, avec ses antiquités et ses soirées fréquentes, résonnait de rires et de conversations animées, un univers foisonnant duquel Martin se sentait définitivement exclu. Alors que les années passaient, la fascination de Martin pour la mécanique et l'anatomie ne faisait qu'augmenter, évoluant d'une simple curiosité enfantine à une véritable obsession adulte. Ses intérêts, initialement cantonnés aux pages des livres et aux jouets de sa chambre, prirent rapidement une tournure plus sombre. Dès son plus jeune âge, Martin avait commencé à recueillir des petits animaux morts lors de ses promenades, les emportant discrètement vers le lieu qu'il considérait comme son sanctuaire, le garage de la maison. Ce garage s'était transformé en son domaine personnel, un espace où il pouvait être seul avec ses pensées et ses projets. Il y passait des heures, travaillant à la fois sur des vieux moteurs et des carcasses de voitures, les restaurant à leur ancienne gloire ou les transformant en créations entièrement nouvelles. Parallèlement à ces rénovations mécaniques, Martin pratiquait des dissections précises sur les animaux qu'il avait ramassés, fasciné par la complexité de leur anatomie interne. Il utilisait ensuite ses connaissances anatomiques pour customiser ces petites voitures jouets, les décorant de peaux et de têtes d'animaux, fusionnant ainsi ses passions pour la mécanique et l'anatomie dans des créations étrangement macabres. Cet espace, empli de métal, de graisse et désormais d'échos de vie animale, était là où Martin se sentait véritablement vivant, explorant les limites entre la vie et la mort
à travers l'entrelacement du mécanique et du biologique. À l'âge de 17 ans, Martin découvrit une vieille Chevrolet dans une casse locale. Avec l'argent qu'il avait économisé en faisant de petits boulots, il acheta le véhicule et le remorqua jusqu'à chez lui. Ce projet, qu'il nomma affectueusement le Phénix, devint son obsession. Nuit après nuit, il travaillait sur la voiture, la démontant pièce par pièce, la connaissant aussi intimement qu'un chirurgien connaît le corps humain. À l'école, Martin demeurait un solitaire, ses camarades le considérant avec une curiosité teintée de répulsion. Ils ne partageaient pas leurs intérêts pour les sports ou les sorties sociales, préférant se perdre dans des pensées complexes sur l'anatomie ou la mécanique. Sa nature introvertie et ses passions peu communes le rendaient étranger aux yeux des autres, un mystère ambulant que peu cherchaient à résoudre. Un jour, une opportunité cruelle se présenta sous la forme d'une farce orchestrée par quelques-uns de ses camarades de classe. Ils avaient observé l'intérêt timide mais évident de Martin pour une fille populaire de sa classe. Se moquant de sa solitude et de son air toujours sérieux, ils décidèrent de jouer avec ses émotions. Ils convainquirent la fille de jouer le rôle de la séductrice intéressée, promettant à Martin un rendez-vous secret dans le vieux gymnase après les cours. Poussé par un rare élan d'espoir, Martin se prépara pour ce qu'il croyait être un tournant dans sa vie sociale. Il cueillit des fleurs du jardin de l'école, les assemblant maladroitement en un bouquet, et se dirigea vers le gymnase, nerveux mais excité à l'idée de ce rendez-vous. Arrivé sur place, le gymnase semblait désert, baigné dans une semi-obscurité qui aurait dû éveiller ses soupçons. La fille était là, debout au centre de la salle, semblant attendre. À mesure que Martin s'approchait, des silhouettes commencèrent à émerger des ombres, formant un cercle autour de lui. Son cœur battait à tout rompre, mais pas de joie. Sans avertissement, un seau rempli de déchets fécaux fut renversé sur lui depuis les gradins. La substance nauséabonde ruissela sur ses cheveux, son visage et ses vêtements, sous les rires et les cris de ses camarades. La fille, au lieu de venir à son aide, se joignit à la moquerie collective, riant ouvertement alors que Martin se tenait là, humilié et sali par les déchets qui le rendaient méconnaissable. La douleur de la trahison fut aiguë, presque physique. Après l'humiliation, Martin, couvert de merde, s'enfuit du gymnase, traversant les couloirs de l'école où ses camarades continuaient à rire et à le pointer du doigt. Les portes de l'école s'ouvrirent sur la rue où les passants détournèrent le regard ou pinçaient le nez en passant à côté de lui. Le mépris et l'indifférence des gens l'enveloppaient aussi sûrement que l'odeur nauséabonde qui imprégnait ses vêtements. Rentrant chez lui, les rues semblaient interminablement longues, chaque pas renforçant son isolement et son désir de vengeance. Arrivé enfin à sa maison déserte, il se précipita directement sous la douche. L'eau chaude coula sur son corps, emportant les traces visibles de l'humiliation, mais l'odeur semblait imprégnée dans sa peau, tout comme la haine qui commençait à se cristalliser dans son esprit. Sous le jet de la douche, les pensées de Martin s'assombrirent encore plus. Il imaginait des scénarios où il pouvait retourner la situation, où il pouvait faire ressentir à ses tourmenteurs la même douleur et la même honte qu'ils lui avaient infligées. Des idées de meurtre flottaient à la surface de sa conscience, chaque visage moqueur se transformant en cible de sa rage refoulée. Pourtant, malgré cette tempête de vengeance qui grondait en lui, une part de lui restait ancrée dans la réalité. Il n'était pas prêt à franchir le pas vers la violence réelle. Il n'était pas fou, se disait-il, mais il ne pouvait pas non plus oublier ni pardonner. Dans les années qui suivirent, la maison de Martin devint de plus en plus silencieuse. Sa sœur avait quitté le domicile familial pour commencer une nouvelle vie avec son fiancé, laissant Martin seul avec ses parents, qui semblaient de moins en moins intéressés par son bien-être. À près de 25 ans, Martin n'avait pas poursuivi d'études après son départ précipité de l'école. Il avait trouvé refuge dans son garage. Cet espace était devenu son sanctuaire, où il passait ses jours non seulement à réparer des voitures anciennes, mais aussi à se perfectionner dans l'art de la taxidermie. Plongé dans un monde de pièces, de moteurs et d'êtres autrefois vivants qu'il transformait avec soin, Martin trouvait un certain réconfort dans ses activités qui ne lui posaient jamais de questions ni ne le jugeaient. Un après-midi pluvieux, son père, un homme de nature taciturne mais aux décisions fermes, vint le trouver. Les rides de son visage semblaient plus creusées par l'impatience que par l'âge. « Martin,
commença-t-il d'une voix posée mais froide. Il est temps pour toi de trouver ton propre chemin. Ces mots tombèrent dans le garage avec la lourdeur d'un verdict. Ta mère et moi avons besoin de tranquillité. Nous avons passé notre vie à élever des enfants. Et maintenant, nous voulons profiter de notre temps seul. Ce rejet, venant de la seule famille qui lui restait, frappa Martin comme un coup de poignard. Il était devenu un intrus dans sa propre maison, un problème que ses parents étaient impatients de résoudre. En proie à une colère froide et calculatrice, il médita sur la manière de répondre à cette exclusion. La décision de Martin fut aussi sombre que déterminée. Sous le manteau de la nuit, il se glissa hors de son lit pour rejoindre le garage où la berline de ses parents était garée. Ses mains, habituées à manipuler des outils avec précision, s'affairèrent sous le capot, altérant les lignes de frein avec une précision méticuleuse. Chaque geste était mesuré, chaque choix technique, parfaitement exécuté pour ne laisser aucune trace. Le lendemain, alors que le soleil se levait à peine, ses parents partirent pour une journée de course en ville. La voiture, maintenant un instrument de vengeance soigneusement calibré, ne répondit pas lorsque son père tenta d'appliquer les freins à un feu rouge. La collision fut brutale et immédiate, les secours arrivant trop tard pour faire autre chose que constater le tragique accident. L'enquête policière conclut rapidement à une défaillance mécanique accidentelle. Martin observa les événements se dérouler avec une impassibilité glaciale, participant au rituel funéraire comme un fils endeuillé, tandis qu'à l'intérieur, une tempête de soulagement et de nouvelles possibilités se déchaînait. Avec la maison désormais à lui seul, Martin était libéré des dernières attentes familiales. Les jours suivants furent passés dans un silence profond, chaque pièce de la grande maison résonnant du vide laissé par ses parents. Sans leur présence, Martin se trouvait confronté à la réalité de sa solitude absolue, un état qu'il contemplait avec une résignation sombre. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une liberté amère, teintée de la noirceur de ses actes. Il n'avait plus à se cacher ni à se justifier. Il était seul maître de son destin, prêt à embrasser pleinement les ténèbres qui avaient pris racine en lui. Alors que Martin naviguait dans le tumulte de ses propres tragédies et triomphes personnels, le monde extérieur, lui, continuait d'évoluer de manière inattendue. Un matin, les nouvelles du jour frappèrent la société comme un séisme métaphysique. Les êtres vivants sur toute la planète avaient soudainement cessé de mourir. Maladies incurables, blessures mortelles et vieillesse ne semblaient plus avoir d'effet létal. Les scientifiques étaient perplexes, incapables de fournir la moindre explication. Les religions du monde entier s'empressèrent de réinterpréter leurs textes sacrés, tandis que les philosophes débattaient des implications morales de cette nouvelle réalité. L'annonce que les êtres vivants ne mourraient plus avait envoyé des ondes de choc à travers le monde, provoquant une série de réactions et de comportements sans précédent. Dans les rues, l'éventail des émotions allait de l'euphorie extrême à la terreur viscérale. Certaines personnes, investies d'une ferveur religieuse, voyaient dans cet événement la main d'un Dieu bienveillant et célébraient dans les églises, les temples et les mosquées, louant ce qu'ils interprétaient comme un signe divin de miséricorde ultime. Des processions grandioses et des rassemblements de prières spontanées se multipliaient dans chaque ville, chacun cherchant à donner un sens à ce nouveau don de vie éternelle. D'autres, effrayés par les implications d'une existence sans fin, envisageaient un avenir où la Terre, déjà mise à mal par les excès humains, serait incapable de soutenir une population en constante augmentation. Des mouvements écologiques, déjà alarmés par les crises environnementales précédentes, pointaient du doigt les risques de surpopulation, de famine et de dégradation environnementale accélérée, organisant des manifestations pour appeler à une régulation démographique stricte. Les médias relayaient sans cesse des histoires stupéfiantes qui témoignaient de la nouvelle réalité. Des moines bouddhistes, cherchant un moyen de trouver la paix dans un monde où la mort était devenue une énigme, se faisaient enterrer vivants, espérant atteindre une sorte de repos éternel en méditation sous terre. Dans une autre histoire macabre, un homme avait sauté du haut d'un immeuble de 30 étages, son corps s'écrasant au sol dans une scène d'horreur absolue. Malgré l'extrême mutilation, il restait conscient, sa voix gémissante, s'élevant faiblement des débris sanglants. Les catastrophes aériennes, autrefois des événements tragiques mais finis, se transformaient en scènes de cauchemars prolongés. Un crash d'avion récent avait laissé les restes de corps déchiquetés sur le site de l'accident. Mais au lieu du silence de la mort,
des mouvements et des sons continuaient à émaner des morceaux épars. Une vision d'horreur que même les équipes de secours aguerries trouvaient difficile à endurer. Face à ces événements inédits, les gouvernements du monde entier luttaient pour élaborer des politiques appropriées, confrontés à la tâche monumentale de redéfinir les lois et les systèmes de santé, de sécurité et d'assurance. Le terme « éternité » devenait courant dans le discours politique et social, utilisé pour décrire non seulement la perspective d'une vie sans fin, mais aussi les défis interminables que cela représentait. Pour Martin, les nouvelles et les bouleversements mondiaux résonnaient faiblement dans les profondeurs de son esprit, éclipsés par une motivation plus sombre et personnelle. Isolé dans son garage, entouré de ses outils et de ses créations mécaniques, il voyait dans l'immortalité soudaine du monde non pas une bénédiction ou une malédiction, mais une toile vierge pour ses desseins vindicatifs. L'humiliation subie durant ces années scolaires avait laissé des cicatrices profondes, et avec l'annonce que personne ne pouvait plus mourir, une idée fixe commença à germer dans son esprit. Pour Martin, cette nouvelle ère d'immortalité offrait une opportunité unique de façonner un type de justice très personnel. Si la mort n'était plus une issue possible, alors il envisageait d'autres moyens pour équilibrer les comptes avec son passé. Son projet, encore indéfini dans ses détails précis, se concentrait sur l'exploitation de ses compétences en mécanique et en ingénierie pour concevoir quelque chose qui marquerait de manière indélébile ceux qui l'avaient autrefois tourmenté. Plutôt que de chercher un impact large et social, Martin envisageait une approche plus ciblée, une œuvre qui servirait d'instrument de justice personnalisé. Son objectif était de créer une machine qui, par sa conception et son utilisation, répondrait directement aux douleurs qu'il avait subies. Dans l'isolement de son garage, Martin réfléchissait aux meilleures méthodes pour implémenter son plan. Il ne désirait pas simplement remettre les pendules à l'heure. Il cherchait à développer un moyen de rappeler à ses anciens bourreaux le poids de leurs actes. Cette machine ne serait pas juste un symbole de revanche, mais un agent actif de sa volonté de rétablir un équilibre personnel brisé depuis longtemps. Les nuits étaient longues et pleines de contemplation pour Martin. Chaque heure passée parmi les engrenages et les plans étant un pas de plus vers la réalisation de son dessein. Savoir que la mort n'était plus une fin ajoutait une dimension supplémentaire à ses plans. Il pouvait désormais concevoir un dispositif qui non seulement rappellerait leurs fautes aux coupables, mais les forcerait à vivre avec les conséquences de ces fautes, prolongées indéfiniment. Pour mettre en œuvre son plan de vengeance, Martin savait qu'il devait d'abord localiser les individus qu'il avait torturés durant ses années d'école. Il se souvenait parfaitement de leurs noms et prénoms, chaque détail gravé dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. Au nombre de 6, ses anciens camarades de classe avaient marqué sa jeunesse de moments de douleur et d'humiliation qu'il n'avait jamais pu oublier. Avec une détermination implacable, Martin se tourna vers les réseaux sociaux pour retrouver chacun de ses anciens bourreaux. Il passa des nuits entières à fouiller, à croiser des informations jusqu'à ce qu'il ait rassemblé suffisamment de détails sur leurs vies actuelles. Il découvrit où ils travaillaient, leurs cercles sociaux et même les lieux qu'ils fréquentaient. Cela lui donna un avantage précieux dans la planification de leur capture. Une fois qu'il eut localisé où chacun vivait et travaillait, Martin élabora un plan minutieux pour les attirer dans son piège. Il adaptait ses stratagèmes à leurs intérêts personnels, utilisant des leurres comme des invitations à des réunions d'anciens élèves ou des offres de carrière trop belles pour être ignorées. Chaque piège était soigneusement conçu pour être irrésistible. L'enlèvement de chacun fut exécuté avec une précision méticuleuse. Outre le chloroforme, Martin utilisait aussi des substances comme le GHB pour neutraliser ses victimes. Cette drogue, connue pour sa capacité à plonger les individus dans un état de semi-conscience sans souvenir des événements, lui permettait d'agir en toute discrétion. Après les avoir rendus vulnérables, il les transportait dans son garage, qu'il avait transformé en une prison personnelle où il menait à bien ses desseins sombres. Il avait méticuleusement préparé son antre pour recevoir ses anciens bourreaux, transformant une partie de son vaste garage en une série de cellules séparées. Ces cages étaient robustes, faites de barres d'acier industrielles et de plaques de métal rivetées, avec des verrous électroniques qu'il pouvait contrôler depuis une console centrale. La dernière à capturer fut la fille qui avait joué avec ses sentiments, l'architecte de l'humiliation la plus douloureuse.
Pour approcher celle qu'il avait autrefois trahie, sans être reconnu, Martin décida de se déguiser. Il changea son apparence avec soin, utilisant une perruque, des lunettes de vue à monture épaisse et un maquillage subtil pour altérer les traits de son visage, ajoutant même une fausse barbe pour compléter la transformation. Sous cette nouvelle identité, il se présenta comme un agent d'artiste, louant les talents et le potentiel de la jeune femme. Il l'attira en utilisant une fausse invitation à une exposition d'art, un domaine dans lequel elle avait exprimé un vif intérêt sur les réseaux sociaux. La galerie éphémère avait été spécialement aménagée dans une partie isolée de son manoir, transformée pour l'occasion en un espace épuré et moderne, parfait pour l'événement. Lorsqu'elle arriva, Martin, méconnaissable sous son déguisement, l'accueillit chaleureusement, lui faisant visiter la galerie où des œuvres d'art soigneusement choisies pour la convaincre de la véracité du lieu étaient exposées. Alors qu'elle était absorbée par les tableaux et sculptures, impressionné et distrayant, il saisit l'occasion pour mettre son plan à exécution. Avec une précision froide, il utilisa une seringue cachée, injectant rapidement un sédatif dans son bras lorsqu'elle était tournée, admirant une œuvre. Avant qu'elle ne puisse percevoir la légère piqûre ou réagir, les effets du sédatif la rendirent faible et confuse. En quelques instants, elle s'affaissa, soutenue par Martin, qui la guidait doucement vers le sol, feignant de l'aider alors qu'elle perdait conscience. Rapidement et avec efficacité, il la transporta à sa cellule préparée dans le garage, où elle se réveillerait enfermée comme les autres. Sous les faibles lumières tamisées, chacune de ses victimes, désormais captives, commencerait à réaliser la gravité de leur situation, piégées dans le réseau soigneusement tissé de leur ancien camarade de classe transformé en architecte de leur cauchemar. Martin, plongé dans sa quête de vengeance, avait transformé son garage en un antre de terreur. Chaque victime, un par un, était extraite de sa cage, emmenée à l'espace de travail, préparée pour devenir partie intégrante de son projet macabre. Les hurlements et les cris de ceux qui subissaient cette transformation forçaient à travers les murs du garage, rompant le silence oppressant de ce lieu isolé. Au fur et à mesure qu'il les amenait à la table d'opération, leurs supplications et leurs pleurs remplissaient l'air. Ces sons de désespoir se mélangeaient au bruit des outils chirurgicaux que Martin maniait avec une précision effroyable. Malgré leur immortalité, la douleur et la terreur étaient profondément ressenties, chaque victime consciente de l'horreur de son sort. Les hurlements des victimes devenaient une partie intégrante de l'ambiance macabre de l'atelier. Martin, cependant, semblait sourd à ces protestations, chaque cri renforçant sa détermination à poursuivre jusqu'au bout. Pour lui, ces sons étaient moins des signaux de douleur que des confirmations que son œuvre de vengeance progressait. Il utilisait la peau pour recouvrir les sièges et certaines parties intérieures de la voiture, créant une tapisserie grotesque qui servait à la fois d'ornement et de trophée macabre. Les os, sculptés et polis, devenaient des embellissements pour le tableau de bord et la grille avant, donnant à la Chevrolet une apparence encore plus sinistre. À mesure que la transformation avançait, les cris diminuaient progressivement, non pas parce que la douleur cessait, mais parce que les victimes épuisées perdaient leur force de résister ou de crier. L'atmosphère devenait plus calme, mais d'une manière inquiétante, remplie d'une tension presque palpable à mesure que la voiture prenait vie d'une façon que seul Martin avait imaginée. Lorsque Martin s'attaqua à la personnalisation extérieure de sa Chevrolet, il poussa son œuvre à un niveau d'horreur encore plus profond. Chaque étape était exécutée avec une détermination glaciale, reflétant sa vision tordue de la justice et sa soif de vengeance. Chaque peau, chaque bras et chaque tête qu'il incorporait à la voiture étaient encore, d'une certaine manière, vivants. Les morceaux de chair, bien qu'arrachés de leur corps d'origine, continuaient de frémir, de sentir et parfois même de réagir aux stimuli. Cet aspect horrifiant ajoutait une couche supplémentaire de terreur à son projet de vengeance. En traitant les peaux pour les coudre sur la carrosserie, Martin observait les frémissements involontaires des tissus, une preuve que, même dans cet état mutilé, la vie persistait. Les peaux étaient fixées à la surface de la voiture, créant un revêtement vivant qui semblait respirer sous la caresse du vent. Les coutures grotesques donnaient l'impression que la voiture elle-même était une créature vivante, un monstre assemblé à partir des pires cauchemars. Les bras et les têtes étaient disposés avec une intention particulièrement macabre.
Fixés à l'avant et sur les côtés du véhicule, les bras conservaient une mobilité réflexive, s'agitant faiblement comme s'ils essayaient de se libérer de leur emprisonnement métallique. Les têtes, alignées en une grille sinistre, avaient les yeux ouverts, leurs regards vides fixant éternellement l'horizon. Par moments, leurs lèvres murmuraient silencieusement, un écho muet de leurs cris passés. Chaque fois que Martin entrait dans le garage, il était accueilli par ces murmures fantomatiques et ces mouvements saccadés, une chorégraphie macabre de la souffrance éternelle. Ces éléments vivants ajoutaient non seulement une dimension visuelle à sa création, mais aussi un élément sonore presque spectral. Les bruits, un gémissement bas, un soupir étouffé, le frottement des tissus contre le métal, rendaient l'atmosphère encore plus oppressante. Martin avait transformé sa Chevrolet en une machine grotesque et terrifiante, un assemblage sinistre de métal et de tissus humains. Chaque composant de ce véhicule hurlait silencieusement les injustices que Martin avait subies et cherchait désormais à redresser. Ce bolide d'enfer prêt à sillonner les routes était devenu plus qu'une simple voiture ou une œuvre d'art. C'était un tableau vivant de vengeance et de terreur, incarnant une vision cauchemardesque d'immortalité où la mort n'était plus une échappatoire, mais le début d'une souffrance interminable. Le véhicule transformé, devenu un hybride grotesque de métal et de chair humaine, incarnait la douleur, la colère et la folie de Martin. Cette Chevrolet, transformée en monstre, n'était plus simplement un moyen de transport, mais une légende urbaine vivante, prête à hanter les routes et à raconter une histoire de vengeance implacable. Postface. Cette nouvelle est le résultat d'un projet ambitieux que j'ai commencé il y a plusieurs années, avec l'intention de le développer en une série de bandes dessinées intitulée Freaks Trash Death. Initialement conçu il y a une vingtaine d'années, ce projet a longtemps attendu dans les tiroirs, mûrissant et se transformant, prêt à être finalement partagé en petites parties avec le monde. Au cœur de ce récit se trouve l'intrigue captivante de Sahara Bridgeton, une femme dont l'expérience unique lors d'un coma prolongé conduit à une réalité où la mort est soudainement assainie. Plus personne ne meurt. Cette prémisse ouvre un vaste terrain de possibilités narratives, explorant les conséquences sociales, morales et psychologiques d'une humanité confrontée à l'immortalité. L'extrait que vous venez d'écouter met en scène Martin, un personnage issu de cet univers, qui répond à cette nouvelle réalité d'une manière terrifiante et profondément personnelle. À travers son histoire, je cherche à sonder les aspects les plus sombres de l'âme humaine, interrogeant ce que nous pourrions devenir si les barrières les plus fondamentales de l'existence étaient bouleversées. Ce récit est un avant-goût de ce qui est en préparation. En attendant la publication de la série complète, j'espère que cette introduction vous aura donné matière à réflexion. Et vous, comment réagiriez-vous si la mort cessait soudain de frapper? Quelles histoires écririez-vous si les limites ultimes de la vie étaient repoussées? Art Fusion Édition présente. Vous êtes sur le point d'entrer dans un territoire où rien n'obéit aux lois du monde que vous connaissez. Ici, chaque murmure peut tuer, chaque souvenir peut vous dévorer. Bienvenue dans Sombres Inspirations, les récits de Federico Ario. Si vous continuez, ne comptez plus jamais retrouver le chemin du jour. Car au bout de ce voyage, il n'y a ni lumière ni salut, seulement des choses qui vous attendent, affamées, prêtes à dévorer ce qui vous reste d'humain. Federico Ario présente ses sombres inspirations.